L'ouvrier verrier affirmait son travail. Il portait son métier au nu, il accrochait son verre dans les nuages. Témoin, ses épis de fêtage. Sarre-Poterie a été un centre de création et de production de poteries de grès gris sale décoré au cobalt bleu. Et le dernier gisement des potoirs qui vient d'être trouvé donne idée d'une production très affirmée et en même temps qui renouvelle la connaissance qu'on avait des poteries de cette époque, des poteries de grès de cette époque. Alors, on en est arrivé au verre ici très tardivement, vers l'époque de la première industrie, 1802 jusqu'en 1937. Et on a utilisé, comme les potiers utilisaient l'argile siliceuse, graiseuse, eh bien, il y a eu des gisements de silice pur, très clairs, qui ont été exploités ici à Sarre-Poterie pour des verreries qui ont tenu une assez grande importance vers 1900, jusqu'à utiliser à peu près 900 à 1000 personnes, oui, purement manuel. Et c'est après la guerre de 1914, à la mort du jeune patron, Jean Humbert, que les anciens actionnaires n'ont pas vu le danger venir et n'ont pas poussé à la mécanisation, de sorte qu'ils se sont fait déborder et ils ont dû fermer le 24 décembre 1937. La mémoire est sauvée parce que de ce passé, moi je suis arrivé 20 ans après, et de ce passé, je me suis uniquement attaché avec les gens qui étaient restés sur le terrain, parce que beaucoup sont partis chercher du travail ailleurs, dans d'autres verreries à travers la France. J'ai gardé tout ce qui a témoigné de la créativité ouvrière. J'ai gardé les bousillés. Les bousillés. C'étaient des pièces uniques, toutes simples, souvent colorées, que les ancêtres verriers avaient réalisées pour eux-mêmes ou pour offrir. Travailler ainsi pour soi-même et avec le verre de l'entreprise était toléré. Mais cela ne pouvait se concevoir que pendant le temps libre du petit déjeuner ou du casse-croûte de midi. On se privait de manger pour bousiller, disaient les anciens. Je bousille, autant dire je travaille pour mon plaisir et non par intérêt. Cela n'a pas de prix et ne doit pas entrer dans vos calculs, mais c'est mon bien de travailleur, ma joie de créer, ma liberté. Dix ans après, en 1976, j'ai créé l'atelier avec les derniers verriers qui pouvaient encore me transmettre à la fois un savoir-faire, mais aussi un savoir, une passion du verre. Ils m'ont dit, si on bousille tous les jours, ce sera la fête tous les jours. Et c'est dans cet esprit-là que nous réalisons tous les ans l'Université d'été européenne pour le verre. Et des quatre coins du monde nous viennent des intervenants qui viennent partager leur discipline, leur aspiration, leur travail, avec des étudiants aussi. Aujourd'hui, vous assistez au dernier stage de la saison, qui est un stage de pâte du verre, animé par Étienne Leperlier. Alors donc l'approche de la matière, c'est une technique qui permet d'avoir justement une gamme de matières tout à fait différente, évidemment, du verre soufflé, du verre taillé ou d'autres techniques, mais on peut contrôler donc avec la pâte de verre non seulement la coloration, mais la matière. On peut obtenir des pièces quasiment de qualité optique, généralement avec quelques bulles, mais jusqu'à une qualité quasiment comme de la porcelaine. Je viens de Hambourg. En fait, il n'y a qu'une seule technique que je connais jusque-là, et puis j'ai envie d'apprendre une nouvelle technique. Comment se passe là où les découvertes de la pâte de verre pour vous? En fait,
jusque-là, elle se passe pour la plupart du temps par l'intermédiaire de la terre, du plâtre et de l'élastomère. On est loin des techniques verrières à proprement parler, Étienne. Oui, en effet, je crois qu'il y a des stagiaires qui ont été un peu décontenancés par le déroulement du stage. En effet, la technique de la pâte de verre a plus à voir avec la céramique, la sculpture, la technique du bronze que la technique verrière classique, si je puis dire. On n'a aucun contact avec le verre en fusion, ce n'est que pour la réalisation des couleurs, par exemple. Dans ce cas-ci, Chris nous explique différentes étapes. Elle réalise un vase, je pense. Voilà, c'est la pièce en pâte de verre qui est la plus complexe à réaliser. Il faut d'abord penser la forme du vase en tant qu'épaisseur, c'est-à-dire que la surface du vase et son contenant sont deux pièces à part entière au niveau du moulage. Et c'est ainsi qu'elle va jouer avec des moules et des contre-moules. Tout à fait. Alors là, elle nous explique en fait comment elle a réalisé son modèle en plâtre, c'est-à-dire la forme extérieure de son modèle. Et on voit sur le côté de la table l'autre partie qui en fait est le contre-moule. Ce qui est important dans cette technique, c'est que grâce à ces moules et contre-moules, elle pourra réaliser plusieurs fois sa pièce, elle pourra la reproduire. Alors c'est tout l'intérêt en fait de la technique de la pâte de verre, c'est que c'est une technique à la cire perdue en fait qu'on utilise ici. C'est-à-dire qu'en réalisant un élastomère, on réalise autant de cire que l'on souhaite du même modèle, ce qui permet en fait de jouer ensuite sur la matière, sur les colorations. Enfin, on peut travailler de multiples façons sur la technique. On va venir plus tard dans le film. Ici, elle présente donc une des dernières étapes, je pense. Elle va nous parler du coulage de l'élastomère. Alors, l'élastomère, c'est un mot un petit peu scientifique. En fait, l'élastomère, c'est un caoutchouc synthétique, un silicone qui remplace la gélatine qu'on utilisait dans le temps. C'est-à-dire que son intérêt, c'est qu'il soit souple et qu'en fait, il dure plus longtemps que la gélatine. Et c'est dans cet élastomère que l'on coule la cire. Donc, on obtiendra une réplique en cire du modèle en plâtre. Le voilà, l'élastomère terminé avec la petite forme qu'elle a introduite. Voilà, puisque bon, là, c'est la petite forme qu'on a vue en cire au début était pour faciliter le travail, parce qu'on n'avait pas le temps. Alors, la technique de la cire perdue, voici la cire en tout cas. Elle n'est pas encore perdue là. Non, elle n'est pas encore. D'ailleurs, elle n'est jamais perdue parce qu'on la récupère. Donc, c'est une fausse appellation, mais en fait, on dit que technique de la cire perdue par rapport à la technique du bronze. Alors, dans ce cas-ci, nous avons un stagiaire qui travaille directement à la cire, c'est-à-dire qu'il a laissé tomber toutes les étapes de plâtre, de moulage, contre-moulage. C'est-à-dire que dans ce cas-ci, sa pièce devient unique. Donc oui, bien sûr, on peut travailler directement la cire, mouler en réfractaire directement cette cire et d'avoir un exemplaire unique. Ça, là, c'est le coulage de l'élastomère. Voilà, donc, ça c'est un coulage d'élastomère sur une forme en plâtre. Donc là, c'est pareil, ce que présentait Chris. Elle obtiendra autant de cire qu'elle le veut, donc elle pourra réaliser des multiples en fait. C'est ça. Alors une fois que le sujet en cire est terminé, on va l'enfermer dans un réfractaire. Voilà, c'est ce qu'on voit sur les images. La cire est disposée dans un cadre et on va la noyer en fait dans une composition réfractaire. Et c'est une des étapes importantes en fait du processus. C'est-à-dire qu'il faut avoir une empreinte parfaite parce que tous les défauts qu'on retrouvera sur le moule, on les retrouvera dans le verre. Donc il faut couler ça avec précaution. Donc en fait, le matériau utilisé, c'est un plâtre réfractaire qui est utilisé généralement dans la fonte d'aluminium. Là, Étienne, on va perdre la cire, si l'on peut dire. Oui, là, c'est une technique un peu maison dans le cadre du stage. Donc, ce qu'il faut, c'est évacuer complètement la cire du moule en milieu humide, si possible, parce que si on chauffe dans un four le moule, la cire risque de pénétrer dans le moule. Et dès maintenant, on va pouvoir enfin parler de la pâte de verre elle-même. Oui, enfin, parce qu'il s'est passé beaucoup de temps entre tous ces stades, toutes ces images. Là, on prépare le croisil, en fait. C'est du cristal, et non pas du verre.
on chauffe le verre pour l'étonner. C'est-à-dire, on le monte un petit peu en température, on le plonge dans l'eau pour le fragmenter en petite granulométrie qui va permettre ensuite de mélanger ce verre à des oxydes métalliques. Et en fait, là, on se prépare au verre coloré. Voilà, parce qu'on utilise toujours le même verre. C'est-à-dire que pour la coloration, on colore le croisil qu'on utilise dans les pièces avec des oxydes métalliques. On ne peut pas utiliser comme les verriers du verre précoloré, ce qu'on appelle des frites, uniquement pour les problèmes de dilatation, d'accord entre les différents verres. Il faut toujours avoir le même titre de verre. Alors le verre ici va être coloré, le verre étonné va être coloré, Tout à fait. dans ce cas-ci en vert. Alors là, c'est une composition, je ne me souviens plus, ça doit être à base de chrome, chrome et cobalt, je pense. Donc c'est généralement des compositions à 1 ou 2% maximum d'oxyde. Ce sont les oxydes métalliques qu'on mélange au croisil. Là, on a suivi donc la fabrication de la coloration du verre vert. On peut utiliser d'autres produits pour obtenir du jaune, du rouge. Tout à fait. On obtient le rouge, généralement, c'est à base de métaux précieux, comme l'or. Pour obtenir du jaune, on utilise soit de l'argent, soit des sels d'urane. Pour obtenir du bleu, on prend du cobalt, du cuivre. Et puis le four. Alors là, c'est dans le cadre du stage, évidemment, on n'a pas un atelier parfaitement adapté à cette technique. Donc on utilise un glory pour chauffer un creuset dans lequel on est disposé le verre mélanger ses oxydes. Là, je vérifie que la cuisson en fait est terminée, que l'oxyde est bien dispersé dans le verre. Là, on a eu quelques problèmes justement à cette étape-là, qui est pourtant une étape plus importante quant au résultat de la pâte de verre. On est bien sûr toujours dans un travail préparatoire. Toujours. Puisque ce verre coloré va refroidir et puis va être retravaillé. En fait, c'est notre matière première qu'on fabrique là. C'est ça. C'est la matière première. Donc là, le verre est relativement peu chaud là. C'est le moins qu'on puisse dire. Enfin, l'important, c'était dans le cadre du stage d'avoir quelques couleurs à disposition pour approcher au plus près ce qu'on peut obtenir. Et après refroidissement, voici le verre coloré donc. Oui, c'est ce qu'utilise Stéphane. Il le concasse pour le disposer dans son moule. Pour moi, la pâte de verre, c'est pas seulement ce que je vais sortir, c'est pas seulement l'objet fini, mais ça va être dans toute la phase d'élaboration, toute une recherche philosophique. Et c'est ça qui m'intéresse dans la pâte de verre. Le travail de pesage, là, ça semble original. Là, il faut connaître exactement le poids de verre qui sera nécessaire pour remplir la pièce. Donc, connaissant le volume, on multiplie par la densité du cristal pour avoir exactement un moule rempli. Il ne faut pas avoir trop ni pas assez. C'est vrai que s'il y a des manques, c'est un peu gênant. Donc, Bernadette la pèse en poids de cristal transparent. Elle pèsera d'autre part le poids de couleur qu'elle veut pour colorer plus ou moins sa pièce. On arrive dans une phase de travail déterminante, puisque c'est là que se crée la pièce finalement. Là, c'est là la volonté de l'artiste en fait. Dans la casette, en fait, la casette est réunie par des évents à la pièce. Donc on va disposer... La casette, là, c'est cette espèce d'entonnoir qui surplombe le moule réfractaire. Tout à fait, c'est la nourrice. Parce que c'est une pièce que l'on veut en fait obtenir en fumée. Il est possible de charger directement le moule avec du cristal broyé fin. C'est-à-dire si on veut dégager faire du coloriage quasiment, dégager des détails précis. Là, on charge directement dans le moule. Dans ce cas précis, en fait, on veut obtenir uniquement des fumées, et c'est pour ça qu'on charge dans une casette. Alors, au four, ce verre va fondre et couler, donc rejoindre le creux du réfractaire. Voilà, donc on va enfourner, on va mettre le moule dans un four électrique. Et en montant en température, il faut d'abord cuire le moule, ça c'est essentiel. Et en obtenant une certaine température, qui est à peu près 850 degrés, le verre va se ramollir et de par son propre poids, va couler dans le moule et prendre l'empreinte.
À noter que vous disposez dans ces cassettes donc plusieurs types de verres. Il y a le cristal qui deviendra transparent et puis les verres colorés au préalable. Voilà, et bon, encore une fois, c'est la volonté de l'artiste. On pourrait mettre uniquement du verre blanc. Et voilà l'enfournement. C'est le grand moment. C'est le grand moment et c'est là où il faut bien penser comment on disposera les pièces dans le four. Et la cuisson de rein. C'est variable, ça dépend du nombre de pièces, mais ça peut durer entre 12 et 36 heures. À quelle température là? Quels sont les points de fusion du verre? Là, on doit être à peu près à 800 degrés environ. On vérifie que tout se passe bien, que le verre coule, est en train de couler. Et puis après le four, l'émerveillement. L'émerveillement, Ou l'angoisse. du moins la surprise de toute façon. C'est un moment qui peut être très très dur. Là, on voit une pièce qui n'est pas finie de remplir, donc il n'y avait pas assez de verre. Là, c'est parfait. Le verre est parfaitement rempli le moule. Et donc, on décoche le moule de la pièce. On part à la découverte de son original. Ah, tout à fait. Et, bon, là, il peut y avoir des petits problèmes comme ce moule en fait qui n'est pas bien fermé. C'est bien que le verre, comme était relativement fluide, est passé entre les deux chappes. Mais c'est pas catastrophique. Est-ce qu'on peut s'attendre, est-ce qu'on peut prévoir le résultat ou bien il y a Oh oui, beaucoup oui. d'inconnus? Il y a toujours des inconnus, mais en fait, c'est une question d'habitude. Hein. C'est vraiment l'expérimentation. Il faut connaître le four, il faut connaître son verre, il faut connaître ses propres moules. Donc c'est vrai que dans le cadre d'un stage, il y a toujours des surprises, mais là, ça s'est relativement bien passé, malgré le petit détail. Bien sûr, toutes les pièces qu'on a vues sont à nettoyer, puisqu'elles sont blanchies par le réfractaire. Une fois nettoyées, les voilà. Oui, là, on avait la chance d'avoir Rudy avec nous, qui sait parfaitement utiliser une scie diamantée, et donc qui rattrape les barbes, en fait, de la pièce de Michel. Donc il y a tout un travail de polissage, en fait. Ça, c'est le stade final, c'est le plus important. Il faut ébarber. C'est peut-être là que la pâte de verre rejoint le travail de la verrerie traditionnelle. Oui, puisque c'est un travail de finition, c'est vrai que les verriers sont généralement obligés de reprendre les pontils ou les choses comme ça. Et bon, là, c'est la technique à froid, en fait. Donc on utilise des machines à bande, des molles en carbandum. On part d'un grain relativement gros au grain le plus fin pour aller jusqu'à la molle de liège, en fait, qui donne le brillant final. Et là, on contrôle la transparence, l'opacité. Donc là, l'artiste a encore le choix. Il peut laisser des surfaces mates, qui ont brut de moule, enfin qui sont translucides, et éclaircir d'autres parties. C'est Là, notre technique. le sablage, c'est uniquement pour obtenir un dépoli. La pâte de verre, disons que d'abord c'est une matière qui m'a séduite. Enfin, quand je la rencontre, disons que c'est une matière qui me tente. Actuellement, effectivement, je fais des bronzes et je poursuis toujours l'idée d'associer le verre. Au départ, je pensais à du verre et puis ça s'est précisé par la pâte de verre parce que c'est une matière qui est opaque et qui permet aussi avec beaucoup de subtilité, chercher des lumières.
le titre, Étienne Leperrier, que vous donnez à cette création, qui est de vous, bien entendu. Comment s'est déroulée la rencontre avec la pâte de verre? La rencontre avec la pâte de verre date de mon enfance, en fait, puisque c'est une technique qui a été mise au point par notre grand-père François d'Écorchemont. Et avec Antoine, on a remis au point cette technique. Et donc, on travaille tous les deux dans un atelier. Et on crée chacun nos propres modèles. La pâte de verre, c'est votre vie, à votre frère et à vous. Est-ce que vous êtes marié avec elle? Vous vivez de bons moments? Oui, c'est un mariage de raison, peut-être quelque part, puisque en fait, j'aurais pu choisir peut-être un autre matériau, un autre moyen d'expression. Mais je trouve que celui-là est tout à fait complet. Il me permet de réaliser des sculptures, des objets tels que je les imagine, tels que je les souhaite, grâce justement peut-être à cette quatrième dimension qui est la transparence, la translucidité et la couleur, surtout la couleur. Il y a aujourd'hui très peu d'artistes qui s'intéressent à la pâte de verre, qui la pratiquent, alors que vous n'êtes pas un petit peu les gardiens de la technique? Non, parce que bon, déjà, faudrait définir qu'est-ce que la pâte de verre. C'est-à-dire que il y aura certainement beaucoup de personnes qui auront des définitions très, très différentes. Je pense que la pâte de verre elle-même est une technique déjà complexe, donc c'est pour ça qu'il y en a peu qui la pratiquent. Mais grâce au stage, grâce peut-être aux écoles qui risquent de se monter, bon, d'autres verriers l'utiliseront.